La chaleur de juillet 1861 écrasait la Nouvelle-Orléans quand Adeola monta sur l'estrade des enchères. 23 ans, des mains calleuses, un regard vide. Le commissaire-priseur vantait sa force, sa docilité, son expérience au champ. Les acheteurs observaient, évaluaient, calculaient. Adeola fixait un point invisible devant lui, le visage impassible. 3 plantations différentes en 5 ans lui avaient appris une vérité brutale. Les esclaves qui entendaient trop finissaient fouettés, vendus ou pire. Les maîtres parlaient librement devant ceux qu'ils considéraient comme du bétail, mais certaines conversations dépassaient l'ordinaire. Adeola avait vu un homme pendu pour avoir répété les mots d'un contremaître. Il avait assisté à la vente d'une famille entière parce que la mère avait surpris une liaison interdite. Alors quand le marteau s'abattit et qu'un homme élégant nommé Fontaine paya 450 $ pour l'acquérir, Adeola prit une décision. Il laissa sa tête retomber mollement sur le côté, ouvrit la bouche sans émettre un son et porta ses mains à ses oreilles en secouant la tête. Le geste universel du sourd-muet. Le commissaire fronça les sourcils. Fontaine s'approcha, claqua des doigts près de l'oreille d'Adeola. Aucune réaction. Il cria. « Rien !» Le vendeur protesta, proposa de reprendre la transaction, mais Fontaine leva la main. Le prix était bon. Je le prends quand même. Un sourd-muet sera parfait pour les tâches domestiques. Pas de bavardage, pas de commérage avec les autres. Le trajet jusqu'à la plantation Belvédère dura 3 heures. Adeola maintint son personnage, regardant défiler le paysage avec des yeux vides. Fontaine ne lui adressa pas un mot, confirmant ce qu'Adeola espérait. Pour son nouveau maître, il était devenu invisible. La plantation s'étendait sur 200 hectares le long du Mississippi. Des champs de coton à perte de vue, une demeure coloniale à colonnes blanches, des rangées de cabanes pour les esclaves, et au sommet d'une colline, une vieille chapelle au clocher penché que personne ne semblait utiliser. Le contremaître, un homme massif nommé Gaspard, conduisit Adeola vers les quartiers des domestiques. En chemin, ils croisèrent une femme qui portait un panier de linge. Adeola faillit s'arrêter net. Yetunde. Sa femme, vendue 8 mois plus tôt quand leur ancien maître avait fait faillite. Il ne savait pas où elle avait fini, et la voilà, à 20 mètres de lui. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Les yeux de Yetunde s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais elle se reprit immédiatement. Elle baissa la tête et continua son chemin. Adeola ne montra rien, suivant Gaspard comme si de rien n'était. Mais son cœur cognait si fort qu'il craignait qu'on l'entende. Cette nuit-là, allongé sur sa paillasse, Adeola réfléchit. Le hasard venait de le réunir avec Yetunde. Il devait transformer cette coïncidence en opportunité. Mais comment communiquer avec elle sans briser sa couverture? Comment la protéger tout en maintenant l'illusion qu'il était sourd-muet? Adeola fut assigné au service de la maison principale. Il cirait les chaussures, entretenait les cheminées, servait à table. Les domestiques blancs le traitaient comme un meuble, parlant librement devant lui. Les autres esclaves tentèrent quelques approches, mais face à son mutisme et son absence de réaction à leurs paroles, ils abandonnèrent. Seul Yetunde, travaillant aux cuisines, trouvait des moments pour croiser son regard. Des échanges silencieux lourds de tout ce qu'ils ne pouvaient se dire. La 3e semaine, Adeola découvrit que Yetunde était enceinte. Son ventre commençait à s'arrondir sous sa robe. La peur le saisit. Un enfant. Leur enfant, qui naîtrait esclave, qui appartiendrait à Fontaine. Ce fut aussi la 3e semaine qu'Adeola entendit la première conversation qui changerait tout. Fontaine recevait un visiteur dans son bureau, un homme corpulent aux favoris grisonnants. Adeola ravivait le feu de la cheminée, invisible dans son coin. « Les orphelins Mercier ne verront jamais cet argent », disait Fontaine en sirotant son cognac. « Leur père m'a nommé tuteur avant sa mort. 53 000 $ placés en fidéicommis jusqu'à leur majorité. D'ici là, je peux investir ces fonds comme bon me semble. Et si les autorités vérifient, j'ai le notaire Prud'homme dans ma poche. Les livres de compte montreront des investissements judicieux qui ont malheureusement échoué. Personne ne pourra prouver que j'ai détourné un sang. » L'autre homme rit grassement. « Tu as toujours su jouer avec les chiffres, Fontaine. Ou devrais-je dire, le moine. » Le maître se raidit. « Ce nom n'existe plus.
Armand Fontaine est né à Bâton Rouge, pas dans les taudis de Boston. Armand Fontaine n'a jamais déserté l'armée en 1856. Cette identité est enterrée. Adéola continua d'arranger les bûches, le visage neutre. Mais chaque mot s'imprimait dans sa mémoire. Un déserteur, un escroc, un homme vivant sous un faux nom. Cette nuit-là, il se glissa hors de sa cabane. La chapelle abandonnée se dressait contre le ciel étoilé. La porte grinça quand il l'ouvrit. L'intérieur sentait le bois pourri et la poussière. Des bancs renversés jonchaient le sol. Adéola grimpa l'escalier branlant menant au clocher. Là, dans un recoin sombre, il trouva ce qu'il cherchait. Un espace creux entre deux poutres. Il sortit le bout de crayon et les feuilles qu'il avait volées dans le bureau de Fontaine. D'une écriture serrée, il nota tout ce qu'il avait entendu. Date, nom, montant. Puis il cacha les pages dans leur cachette et redescendit dans la nuit. Les semaines devinrent des mois. L'automne 1861 céda la place à l'hiver, puis au printemps 1862. La guerre faisait rage entre le nord et le sud, mais à Belvédère, la vie continuait son cours ordinaire. Adéola servait, observait, écoutait. Et chaque nuit, quand la plantation dormait, il grimpait au clocher pour consigner ce qu'il avait appris. Fontaine rencontrait régulièrement un homme nommé Delacroix, qui venait de Natchez. Ils discutaient de commerce, d'investissement, de la guerre. Un soir de mars, Adéola comprit qu'il ne s'agissait pas de simples transactions. « Les papiers d'affranchissement que tu me fournis sont parfaits, » disait Delacroix. « Mes acheteurs payent le double quand ils croient acheter des hommes libres qu'ils peuvent ensuite dénoncer comme esclaves fugitifs. » Fontaine souriait. Le notaire prud'homme a la main légère avec les sceaux officiels. Chaque document semble authentique. L'esclave croit acheter sa liberté, il paie tout ce qu'il possède, reçoit ses papiers, puis une semaine plus tard, on découvre qu'il est en réalité un fugitif. Il retourne en esclavage et nous gardons son argent. Combien en as-tu vendu ce mois-ci ? 16. Ça fait presque 7 000 $ de profit pur. Adéola serra les dents. Il avait déjà noté les fraudes financières, le faux nom, les dettes de jeu. Maintenant s'ajoutait ce commerce abject de faux espoirs. Combien d'hommes et de femmes avaient cru toucher la liberté avant de se retrouver enchaînés à nouveau ? En mai 1862, une femme élégante commença à visiter la plantation. Madame Rochambeau, épouse d'un sénateur influent de Louisiane. Elle venait soi-disant discuter d'œuvres de charité avec Fontaine. Mais Adéola, servant le thé dans le salon, voyait leurs mains se frôler, leurs regards s'attarder. Un après-midi, il les surprit dans la bibliothèque, enlacés contre les étagères de livres. « Mon mari part pour Richmond la semaine prochaine, » murmurait-elle. « 3 semaines complètes. Je viendrai chaque soir, » répondait Fontaine. Adéola quitta la pièce silencieusement. Encore un secret pour son journal. L'adultère avec l'épouse d'un sénateur. Si cela se savait, Fontaine serait ruiné socialement, peut-être même défié en duel. L'été apporta une découverte plus sombre. 2 créanciers étaient venus réclamer des sommes importantes à Fontaine. Ils étaient repartis avec des promesses de paiement. Une semaine plus tard, Adéola entendit Fontaine et Gaspard discuter dans l'écurie. « Beauregard et Thibault ne poseront plus de problème, » disait Gaspard. « On les a retrouvés noyés dans le bayou hier matin. L'alcool et la nuit, tu sais comment c'est. » Fontaine lui tendit une bourse. « Ton efficacité mérite récompense. Mais fais attention la prochaine fois. 2 accidents en 1 semaine, ça peut sembler suspect. » Adéola faillit laisser tomber le seau qu'il portait. Des meurtres. Fontaine faisait assassiner ses créanciers. Il nota tout, les noms, les dates, les circonstances. Son journal devenait un catalogue de crimes. L'automne 1862 transforma Yetunde. Son ventre s'arrondissait chaque jour davantage. Il n'avait toujours pas pu échanger un seul mot, mais leur regard suffisait. Elle lui disait sa peur, son espoir, son amour. Il lui répondait par la promesse silencieuse qu'il trouverait un moyen. Un matin de novembre, Adéola nettoyait les couloirs quand il entendit des cris venant de la cuisine. Il se précipita et trouva Yetunde effondrée sur le sol, tenant son ventre. La cuisinière en chef criait après elle de se relever, que le travail n'attendait pas. Adéola rompit son personnage l'espace d'1 seconde, faisant un pas vers elle. Puis il se rattrapa,
reprenant son masque d'indifférence. Cette nuit-là, il la rejoignit près du puits, profitant de l'obscurité. C'était la première fois qu'ils pouvaient se parler depuis son arrivée. « Adéola » souffla-t-elle. « Comment ? Pourquoi ? Sourd-muet, je fais semblant. Depuis le premier jour. » Les mots sortaient dans un murmure pressé. « Il parle librement devant moi. Je sais tout, tous ses secrets. Le bébé arrive dans 2 mois. J'ai peur. Fontaine a dit qu'il le vendrait dès qu'il serait sevré. » La rage envahit Adéola. « Il ne touchera pas à notre enfant. Je te le promets. J'ai un plan, mais j'ai besoin de temps. » Yetunde le regardait avec des yeux brillants de larmes. Quel plan ? Fais-moi confiance. D'ici quelques mois, nous serons libres. Toi, moi, notre enfant. Ils durent se séparer quand des pas résonnèrent au loin. Mais Adéola repartit avec une détermination nouvelle. Ce n'était plus simplement une question de survie. C'était une question de famille. Janvier 1863 amena le froid et la naissance. Yetunde accoucha dans sa cabane, assistée par les autres femmes esclaves. Un garçon, robuste et criard. Ils le nommèrent Djabari. Adéola ne put le voir que de loin pendant les premières semaines, maintenant toujours sa façade de sourd-muet. Mais en mars, Fontaine convoqua Yetunde dans la maison principale. Adéola, cirant l'argenterie dans la pièce adjacente, entendit tout. « Ton fils a 3 mois maintenant. Il commence à être intéressant pour les acheteurs. Les bébés noirs se vendent bien en ce moment, surtout les garçons. » La voix de Yetunde tremblait. « Maître, je vous en supplie, pas mon enfant. Je travaillerai double, je... » Silence. « Ce que je fais de ma propriété ne te regarde pas. J'ai un acheteur du Texas qui paie bon prix. Dans 2 semaines, je veux le petit prêt pour le voyage. » Adéola serra le chiffon dans sa main jusqu'à en avoir mal. 2 semaines. Il n'avait que 2 semaines pour agir. Cette nuit-là, Adéola grimpa au clocher et relut tout son journal. 18 mois de secrets accumulés. Des fraudes, des meurtres, de l'adultère, du trafic, un faux nom, une fausse identité. Chaque page contenait de quoi ruiner Fontaine 10 fois. Mais comment transformer ce savoir en liberté ? La réponse lui vint en observant le maître lire son journal dans le salon. Le Times-Picayune de la Nouvelle-Orléans. Fontaine le lisait religieusement chaque matin, particulièrement les pages consacrées aux scandales de la haute société. Un journal. Si ses secrets étaient publiés, Fontaine serait détruit. Son faux nom révélé, ses fraudes exposées, ses meurtres dénoncés. Il perdrait tout, sa plantation, sa position sociale, probablement sa vie si les familles des victimes apprenaient la vérité. Mais comment un esclave pouvait-il contacter un journal ? Adéola réfléchit pendant 3 jours, puis il se souvint. Le père Mathieu, un prêtre itinérant qui passait parfois à la plantation pour prêcher, un homme qu'on disait proche des abolitionnistes, qui aidait discrètement les esclaves fugitifs. Le dimanche suivant, le père Mathieu vint célébrer la messe dans la vieille chapelle. Fontaine obligeait tous ses esclaves à y assister, une démonstration de piété qui lui donnait bonne image. Adéola s'arrangea pour rester après, prétendant nettoyer. Quand tous furent partis, il s'approcha du prêtre. « Mon père. » Le vieil homme sursauta. « Tu parles, mais on m'avait dit que tu étais... » Sourd-muet. « Je fais semblant. Écoutez-moi, j'ai peu de temps. » Adéola sortit une enveloppe de sa chemise. Ceci contient des informations qui peuvent détruire le maître Fontaine. Des crimes, des fraudes, des meurtres. Tout est documenté, daté, vérifié. Je veux que vous conserviez cette lettre. Le père Mathieu prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Que veux-tu que j'en fasse ? Si je ne reviens pas vous voir dans exactement 30 jours, envoyez-la au Times-Picayune avec instruction de la publier. Mais si je reviens, rendez-la moi. » Mon fils, c'est dangereux. Si Fontaine découvre... Il a menacé de vendre mon fils. J'ai 18 mois de secret sur lui. C'est ma seule arme. Le prêtre hocha lentement la tête. Que Dieu te protège. Je ferai comme tu demandes. Adéola était passé à la phase suivante de son plan. Il avait son assurance. Maintenant venait la partie la plus risquée, le chantage. 3 nuits plus tard, Adéola déposa une lettre sur le bureau de Fontaine. Une simple feuille, posée bien en évidence sur le sous-main en cuir.
Puis il retourna à sa cabane et attendit. Le lendemain matin, la plantation explosa. Fontaine hurlait, convoquait tous les esclaves, exigeait de savoir qui savait écrire, qui était entré dans son bureau. Gaspard menaçait de fouetter quiconque cacherait des informations. Adéola se tenait parmi les autres, le regard vide, impassible. Fontaine passa devant lui sans un regard. Un sourd-muet ne pouvait pas avoir écrit cette lettre. Le message était simple mais dévastateur. « Je sais que vous n'êtes pas Armand Fontaine, mais Armand Lemoine, déserteur de l'armée depuis 1856. Je sais que vous avez détourné 53 000 $ des orphelins Mercier. Je sais que vous avez fait assassiner Beauregard et Thibault en septembre dernier. Ceci n'est qu'un début. J'ai tout noté. Si vous voulez que ces informations restent secrètes, vous m'accorderez ce que je demande. Attendez ma prochaine lettre. » Fontaine fit fouiller toutes les cabanes. Rien. Il interrogea le personnel domestique. Personne ne savait rien. Il questionna le notaire Prudhomme, craignant une trahison. L'homme jura ne rien savoir. Pendant une semaine, la plantation vécut dans la tension. Fontaine sursautait au moindre bruit, scrutait chaque visage, cherchait le traître. Adéola maintenait son masque, servant au repas, nettoyant les cheminées, invisible. La deuxième lettre arriva 7 jours plus tard. Cette fois, Adéola la glissa sous la porte du bureau à l'aube. « Vous voulez savoir ce que je veux ? La liberté, pas seulement la mienne. Je veux des papiers d'affranchissement officiels pour moi-même, pour la femme Yetunde qui travaille à vos cuisines, pour son fils Jabari et pour 10 autres esclaves que je choisirai. 13 personnes au total. En échange, mon silence éternel. Vous avez 3 jours pour décider. Si vous refusez, tout sera révélé. Le Times-Picayune recevra un dossier complet de vos crimes. Votre vie telle que vous la connaissez prendra fin. » Cette fois, Fontaine ne cria pas. Il s'enferma dans son bureau toute la journée. Adéola, servant son déjeuner, vit un homme défait. Les mains tremblantes, le regard fuyant, la sueur au front malgré la fraîcheur printanière. Le maître tentait de calculer. Qui pouvait savoir? Un domestique? Un ancien partenaire commercial? Un esclave qui savait lire et écrire? Mais comment aurait-il pu apprendre tant de choses? Ses conversations les plus privées, ses arrangements les plus secrets? Le deuxième jour, Fontaine convoqua Gaspard et 2 contremaîtres. Interrogez à nouveau tous les esclaves, ceux qui savent lire, ceux qui ont été éduqués avant d'être vendus. Utilisez la force s'il le faut. Les interrogatoires durèrent toute la journée. Adéola vit les hommes et les femmes revenir avec des marques, des ecchymoses. Mais personne ne parla, parce que personne ne savait rien. Le 3e jour, une nouvelle lettre apparut. « Votre temps est écoulé. Voici ma proposition finale. Vous préparerez 13 papiers d'affranchissement officiels, authentifiés par le notaire Prudhomme. Les noms, Adéola, Yetunde, Jabari et 10 autres que je désignerai. Vous déposerez ces documents dans la chapelle, sur l'autel, demain à midi. Ensuite, vous quitterez la chapelle et attendrez à la maison principale. 1 heure plus tard, vous recevrez vos documents en retour. Tous les originaux que je détiens. Si vous tentez quoi que ce soit, si vous nous suivez, si vous essayez de nous reprendre après l'échange, les copies que j'ai déjà envoyées seront publiées. Votre choix, 13 esclaves ou votre vie entière. » Fontaine passa la nuit à peser ses options. Il pouvait refuser, tenter de retrouver le maître chanteur par la force. Mais les informations étaient trop précises, trop dangereuses. Si elles étaient publiées, il serait arrêté, jugé, pendu. Sa fortune saisie, son nom traîné dans la boue. 13 esclaves représentaient environ 6 000 $ de pertes. Une somme importante, mais pas catastrophique. Et s'il acceptait, au moins il saurait qui le faisait chanter. Il pourrait ensuite décider quoi faire. Le lendemain matin, Fontaine se rendit chez le notaire Prudhomme. « J'ai besoin de 13 papiers d'affranchissement, officiels, légaux, inattaquables. » Prudhomme fronça les sourcils. « 13? Mais pourquoi? Ne pose pas de questions, fais-les, j'ai les noms. » Il tendit une liste. Adéola, Yetunde, Jabari et 10 autres que je désignerai moi-même. Le notaire s'exécuta, scellant chaque document avec la cire officielle. À 11 heures, Fontaine retourna à Belvédère. Il déposa les papiers sur l'autel de la chapelle, exactement comme demandé. Puis il sortit. Mais au lieu de retourner à la maison principale, il se cacha dans les buissons près de la chapelle. Il voulait voir,
Il devait savoir. Midi sonna au clocher penché. Fontaine attendit, retenant son souffle. 5 minutes passèrent. Puis la porte de la chapelle s'ouvrit. Adéola entra. Fontaine faillit crier. Le sourd-muet? Impossible. Mais Adéola marchait avec assurance, se dirigeait droit vers l'autel, prenait les documents et les examinait un par un. Puis il leva la tête vers le clocher. « Vous pouvez sortir, maître Fontaine. Je sais que vous êtes là. » Le planteur émergea des buissons, le visage cramoisi de rage. « Toi, un sourd-muet » ? « Je ne suis pas plus sourd-muet que vous n'êtes, Armand Fontaine. » Adéola descendit les marches de l'autel. « J'ai tout entendu. Chaque conversation, chaque secret, chaque crime. Pendant 18 mois, j'ai tout noté. » « Impossible. Tu ne peux pas. Le 15 juillet 1861, vous avez dit à Delacroix que vous aviez détourné l'argent des orphelins Mercier. Le 3 septembre 1862, Gaspard vous a rapporté le meurtre de Beauregard et Thibault. Le 12 mai 1862, Madame Rochambeau vous a dit que son mari partait pour Richmond. Voulez-vous que je continue ? Fontaine devint livide. Où sont les documents ? Les originaux ? En sécurité. Plusieurs copies existent. L'une chez le père Mathieu avec instruction de la publier si quelque chose m'arrive. D'autres cachées où vous ne les trouverez jamais. Mais si vous respectez notre accord, elles resteront secrètes. Tu me voles $6 000 d'esclaves. Je vous épargne la potence. Vous appelez ça du vol, j'appelle ça de la justice. Adéola montra les papiers d'affranchissement. Il manque encore les noms des 10 autres. Je vais vous les donner maintenant. Il énuméra Tendadji le forgeron, Zola la couturière, Omari le charpentier et 7 autres. Des hommes et des femmes qui avaient des familles, des compétences, des raisons d'espérer une vie meilleure. Fontaine nota les noms d'une main tremblante. Si jamais je découvre que tu as gardé une seule copie, si un seul mot de tout ça ressort, je te retrouverai. Libre ou pas, je te tuerai. Vous ne ferez rien. Adéola le regardait avec un calme glacial. Parce que vous savez que je ne bluffe pas. Vous savez que j'ai vraiment tout noté. Et vous savez que si quelque chose arrive à l'un de nous 13, les copies seront immédiatement publiées. Vous êtes piégé par vos propres crimes, maître Fontaine. Ou devrais-je dire, le moine. Le lendemain, le notaire Prudhomme compléta les papiers d'affranchissement. 13 documents officiels, scellés, légaux. Fontaine les remit à Adéola dans son bureau. Sans témoin. « Où sont mes documents ?» Adéola sortit une liasse de pages de sa chemise. Le journal complet, 18 mois de secrets couchés sur papier. Il le posa sur le bureau. Fontaine se jeta dessus, lisant fébrilement. Chaque page confirmait ses pires craintes. Tout y était. Date, nom, montant, conversation reproduite presque mot pour mot. Il leva les yeux vers Adéola. « Comment as-tu fait ? Comment un esclave a-t-il pu ? Vous m'avez rendu invisible. C'était votre erreur. Les gens parlent librement devant ceux qu'ils considèrent comme sourds. Ils oublient que les oreilles fonctionnent même quand la bouche reste close. » Fontaine serra les mâchoires. « Va-t'en, prends tes papiers et disparais. Je ne veux plus jamais te voir. » « Avec plaisir. Mais n'oubliez pas, les copies existent toujours. Si vous tentez quoi que ce soit contre nous, si vous essayez de nous reprendre, si vous racontez à quiconque comment nous avons obtenu notre liberté, tout sera révélé. Vous vivrez avec cette épée au-dessus de votre tête pour le reste de vos jours. » Le 15 avril 1864, 13 personnes quittèrent la plantation Belvédère. Adéola portait Jabari dans ses bras. Yetunde marchait à ses côtés, tenant les précieux papiers d'affranchissement. Les 10 autres suivaient, leur maigre possession sur le dos. Ils prirent la route vers la Nouvelle-Orléans, puis vers le nord. Les papiers étaient authentiques, personne ne pouvait les arrêter. Ils étaient libres. Dans la carriole qui les emmenait, Yetunde regardait son mari. « Tu n'as vraiment rien gardé? Aucune copie ?» Adéola sourit. « J'ai dit qu'il y avait des copies chez le père Mathieu et ailleurs. Je n'ai jamais dit combien. Il y en a 3 autres cachées. Une chez le prêtre, comme promis. Une enterrée près de la chapelle. Et une envoyée à un avocat abolitionniste à Boston, avec instruction de la publier si j'envoie le signal. » Alors Fontaine n'est pas vraiment libre? Personne n'est vraiment libre quand on porte le poids de tant de crimes. Mais tant qu'il nous laisse tranquilles, ses secrets restent secrets. C'est un équilibre. Il vit dans la peur. Nous vivons dans la liberté. Je trouve ça juste.
Tendaji, assis à l'arrière, intervint. « Comment as-tu appris à lire et écrire? Les maîtres ne laissent jamais les esclaves s'éduquer. » Mon premier maître était un professeur qui avait des idées étranges sur l'éducation. Il m'a appris avant de faire faillite et de me vendre. J'ai caché ce savoir pendant des années, sachant qu'un jour il me servirait. Ce jour est venu quand j'ai décidé de devenir sourd-muet. Omari secoua la tête avec admiration. 18 mois à faire semblant. 18 mois à écouter sans jamais réagir. Comment as-tu tenu? Chaque fois que je voulais parler, chaque fois que je voulais crier face à l'injustice, je pensais à Yetunde. Je pensais au bébé qui allait naître. Je me disais qu'un jour, tout ça servirait. La patience est une arme que les maîtres ne peuvent pas nous prendre. Zola, qui tenait la main de sa fille de 6 ans, demanda « Et maintenant, où allons-nous » ? « Au nord, le Massachusetts a aboli l'esclavage. Nous y serons en sécurité. Nous travaillerons. Nous construirons une vie. Et un jour, quand Jabari sera assez grand, je lui raconterai cette histoire. Je lui dirai comment son père a utilisé le silence comme arme, comment sa mère a gardé espoir même dans les moments les plus sombres. » La carriole avançait sur la route poussiéreuse. Derrière eux, la plantation Belvédère disparaissait à l'horizon. Devant eux, un avenir incertain mais libre. Adéola regarda le ciel. Pour la première fois depuis 18 mois, il pouvait parler librement, rire, chanter. Il n'avait plus à prétendre. Le masque était tombé. Cette nuit-là, dans une auberge qui acceptait les affranchis, Yetunde demanda « Tu regrettes de ne pas avoir tout révélé ? Fontaine méritait d'être puni pour ses crimes. » Adéola réfléchit longuement. « La justice parfaite n'existe pas dans ce monde. J'aurais pu le détruire, oui, mais nous serions restés esclaves. J'ai choisi notre liberté plutôt que sa punition. Peut-être que c'est égoïste ? Peut-être qu'un homme meilleur aurait sacrifié sa propre liberté pour faire éclater la vérité. Mais je ne suis pas cet homme. Je suis un père qui voulait sauver son fils, un mari qui voulait protéger sa femme, un homme qui voulait vivre libre. Tu as aussi sauvé 10 autres personnes. C'était le minimum. Si j'avais demandé seulement notre liberté, je n'aurais pas été meilleur que lui. Au moins, 12 autres familles ont une chance maintenant. » Jabari gazouillait dans son berceau improvisé. Adéola le regardait avec une tendresse infinie. Cet enfant ne grandirait pas esclave. Il ne connaîtrait pas les chaînes, les fouets, l'humiliation quotidienne. Il apprendrait à lire, à écrire, à penser par lui-même. « Je veux qu'il sache, » dit Adéola. « Quand il sera assez grand, je veux qu'il sache que même dans les pires situations, même quand tout semble perdu, l'intelligence peut être une arme, la patience peut être une stratégie, le silence peut être plus puissant que les cris. » Yetunde posa sa tête sur son épaule. « Il saura. Nous lui raconterons l'histoire de son père qui a fait semblant d'être sourd-muet pendant 18 mois. L'histoire de l'homme qui a transformé son invisibilité en pouvoir. » 2 semaines plus tard, ils arrivèrent à Boston. La ville bruissait d'activité, pleine d'immigrants, d'affranchis, de gens venus chercher une vie meilleure. Tendaji trouva du travail dans une forge. Omari rejoignit un chantier de construction. Zola ouvrit un petit atelier de couture. Adéola, lui, trouva un emploi dans une imprimerie. L'ironie ne lui échappait pas. Lui qui avait utilisé l'écrit pour gagner sa liberté, travaillait maintenant à imprimer des journaux, des livres, des pamphlets abolitionnistes. Un soir, le propriétaire de l'imprimerie, un Quaker nommé Williams, lui demanda « Tu sais lire et écrire mieux que beaucoup d'hommes libres que je connais. Où as-tu appris » Adéola hésita, puis décida de raconter. Pas toute l'histoire, pas les détails qui pourraient le mettre en danger ceux restés en Louisiane, mais l'essentiel. Sa feinte surdité, son journal secret, le chantage qui avait libéré 13 personnes. Williams l'écouta en silence. Quand Adéola termina, le vieil homme hocha la tête lentement. « Tu as une histoire remarquable. Elle devrait être racontée. Pas maintenant, tant que l'homme en question vit encore. Mais un jour. Les gens doivent savoir que même dans les chaînes, l'esprit humain peut rester libre. Que l'intelligence et la patience peuvent triompher de la force brute. »« Peut-être un jour ?» répondit Adéola. « Quand Fontaine sera mort et que ses secrets ne pourront plus nuire à personne. » Les années passèrent. Adéola et Yetunde eurent 3 autres enfants. Jabari grandit, apprit à lire et écrire,
devint instituteur. Les 10 autres affranchis construisirent leur vie. Certains prospérèrent, d'autres luttèrent, mais tous restèrent libres. En 1868, Adéola reçut une lettre du père Mathieu. Fontaine était mort, emporté par une fièvre. La plantation Belvédère avait été vendue pour payer ses dettes. Le notaire Prudhomme avait fui vers le Mexique après la guerre. Adéola tint la lettre longtemps. Une partie de lui ressentait du soulagement. L'homme qui l'avait possédé était mort. La menace était définitivement levée. Mais il ne ressentait pas de joie, juste une sorte de vide tranquille. Ce soir-là, il sortit la dernière copie de son journal, celle qu'il avait gardée cachée toutes ces années. Il la relut, page après page. Tous ses secrets, tous ses crimes, soigneusement documentés. Puis il la jeta dans le feu. Yetunde le regarda faire sans un mot. Quand les dernières pages furent consumées, elle demanda « Pourquoi ? Tu aurais pu la publier maintenant, révéler la vérité sur qui il était vraiment. » À quoi bon ? Il est mort. Sa punition, ça a été de vivre 4 ans dans la terreur qu'on révèle ses secrets, de se réveiller chaque matin en se demandant si aujourd'hui serait le jour où tout s'écroulerait. C'était une prison pire que n'importe quelle cellule. Et les autres victimes, les orphelins Mercier, les familles de Beauregard et Thibault. L'argent des orphelins a probablement été perdu dans la guerre. Les meurtriers de Beauregard et Thibault ont peut-être trouvé leur propre justice. Je ne peux pas corriger tous les torts du monde. Je ne pouvais sauver que ma famille, et c'est ce que j'ai fait. Jabari, maintenant âgé de 6 ans, entra dans la pièce. « Papa, raconte-moi encore l'histoire de quand tu faisais semblant. » Adéola sourit et prit son fils sur ses genoux. « Très bien, mais cette fois, c'est la dernière. Après, nous regardons vers l'avenir, pas vers le passé. » Il raconta le voyage à la Nouvelle-Orléans, la décision de feindre la surdité, les longs mois d'écoute silencieuse, le journal caché dans le clocher. Jabari écoutait, les yeux écarquillés, comme à chaque fois. « Et maintenant ?» demanda l'enfant quand l'histoire fut terminée. « Maintenant, tu vas à l'école. Tu apprends tout ce que tu peux. Tu deviens plus intelligent, plus fort, plus libre que je ne l'ai jamais été. C'est ça, la vraie victoire. Pas que j'ai échappé aux chaînes, mais que toi, tu n'aies jamais eu à les porter. » Cette nuit-là, Adéola resta longtemps éveillé, regardant par la fenêtre les lumières de Boston. Quelque part au sud, la plantation Belvédère tombait en ruine. Le clocher penché s'effondrerait peut-être un jour, emportant avec lui le dernier vestige de son ancienne prison. Mais ici, dans cette petite maison de Boston, une famille dormait en sécurité. 13 personnes vivaient libres grâce à ce qu'il avait fait, et des centaines d'autres, un jour, seraient libérées quand l'esclavage serait enfin aboli. Le silence avait été son arme, la patience, sa stratégie, et la liberté, sa récompense. C'était suffisant. Le lendemain matin, Adéola se réveilla avec le soleil. Il prépara le petit déjeuner pendant que Yetunde habillait les enfants. Jabari partait pour l'école portant ses livres avec fierté. Un enfant libre, allant apprendre librement, dans un monde qui changeait lentement mais sûrement. En fermant la porte derrière son fils, Adéola pensa une dernière fois au clocher, aux secrets enterrés, aux 18 mois de silence. Puis il se tourna vers l'avenir et n'y pensa plus jamais. L'histoire était terminée, la vie continuait, et c'était exactement comme il fallait que ce soit.